Boston, s'exclama Gary Pervier en ricanant. Boston, qu'est-ce que tu vas aller foutre à Boston? Et qu'est-ce qui te fait croire que j'ai de quoi faire une virée pareille? Je crois vraiment pas que j'ai assez de fric pour faire quoi que ce soit tant que j'aurai pas reçu mon chèque. Ouais, va te faire voir, tu roules sur l'or, répliqua Joe. Il avait déjà pas mal bu. T'as qu'à piocher dans le magot que tu planques dans ton matelas, c'est tout. Oh, y a rien d'autre que des punaises là-dedans, assura Gary avant d'émettre à nouveau son petit ricanement. C'en est bourré et je m'en fiche complètement. Un autre petit coup? Joe tendit son verre. Gary gardait tous les ingrédients à portée de la main. Il confectionna les cocktails dans le noir avec l'assurance et la dextérité du buveur accompli. Boston, s'écria-t-il une fois encore, rendant son verre à Joe. Tu vas te payer un peu de bon temps là-bas, hein, Joey? Fit Gary d'un ton malicieux. Il était le seul homme de Castle Rock, du monde entier peut-être, qui pût se vanter d'oser appeler Camber Joey. Te faire une petite bringue, sûrement. Je t'ai jamais vu aller plus loin que Portsmouth. Oh, j'ai déjà été à Boston, une fois ou deux, corrigea Joe. Tu ferais mieux de faire gaffe, pervers, ou je te fous mon chien au cul. Oh, tu pourrais même pas le faire sauter sur un sale négro qu'aurait un rasoir dans chaque main, rétorqua Gary. Il se pencha et ébouriffa rapidement le poil de Cujo. Et qu'est-ce qu'en dit ta femme? Oh, elle sait pas qu'on part, elle a pas besoin de le savoir. Ah ouais? Non, elle emmène le gosse dans le Connecticut voir sa sœur et son espèce de débile de mari. Ils seront partis une semaine. Elle a gagné un peu de pognon à la loterie. Je fais aussi bien de te le dire maintenant. De toute façon, ils disent tous les noms à la radio. C'est dans le papier qu'elle a dû signer. Ah, comme ça, elle a gagné à la loterie. Ouais, 5000 $. Gary émit un sifflement et Cujo coucha les oreilles. Joe raconta à Gary ce que Charity lui avait dit au dîner, laissant de côté la dispute pour présenter la discussion comme un marché honnête dont il aurait été l'instigateur. Le gosse pouvait descendre dans le Connecticut avec elle une semaine, mais viendrait une semaine avec lui à Musselhead cet automne. Et toi, tu vas descendre à Boston et profiter aussi un peu du fric, petit salaud, récapitula Gary. Il donna à Joe une bourrade et éclata de rire. Ah, t'es un sacré numéro. Pourquoi que je le ferais pas? Tu te souviens de la dernière fois que j'ai pris un jour de vacances? Pas moi. J'ai pas trop de boulot cette semaine. J'ai prévu de passer une journée et demie à m'occuper du moteur de l'international de Richie. Une bricole sur une choupape, mais avec le nouveau moufle, ça prendra pas plus de 4 heures. Je lui dirai d'amener la moissonneuse demain et je m'y mettrai dès l'après-midi. J'ai aussi une transmission à réparer, mais c'est pour un professeur du lycée, ça peut attendre. Puis encore 2 ou 3 bêtises, ils sont pas pressés non plus. Je donnerai un coup de fil aux clients pour les prévenir que je prends un peu de congé. Et qu'est-ce que tu vas faire en ville? Bah, j'irai peut-être voir jouer les Dead Sox au stade de Fenway. Ferai sûrement un petit tour par la rue Washington. Ah, la zone de combat, putain, j'ai bien connu. Gary s'étrangla de rire et se tapa sur les cuisses. Voir des trucs cochons et essayer de s'attraper une chaude pisse. Oh, ce serait pas très marrant tout seul. Bah, je crois que je me laisserai tenter si tu veux bien m'avancer un peu de pognon jusqu'à ce que je touche mon chèque. Oh, ça marche comme ça, conclut Joe. Gary avait beau boire comme un trou, il se montrait régulier dès qu'il s'agissait d'argent. Je crois que ça ferait 4 ans que j'ai pas été avec une femme, dit Gary d'un ton rêveur. J'ai laissé un bon morceau de la machine à fabriquer du sperme là-bas en France. Alors avec ce qui reste, des fois ça marche, des fois non. Ce serait marrant de voir si le fusil est encore chargé. Ouais, répondit Joe. Il avait les oreilles qui bourdonnaient maintenant, et il ne parvenait plus à articuler. Et pense au baseball. Tu sais la dernière fois que j'ai dit à Fenway? Non. 1968, assura Joe en se penchant en avant pour ponctuer chaque syllabe d'une tape sur le bras de son ami. Il en profita pour renverser la moitié de son verre. Le gosse n'était pas encore né. Ils ont joué contre les Tigers. Ils ont perdu 4-6, les salauds. Et quand tu veux partir? Lundi, vers 3 heures, je pense. La femme et le gosse voudront sûrement partir le matin. Je les conduirai à la gare des cars à Portland. Ça me laissera le reste de la matinée et une partie de l'après-midi pour finir ce que j'ai à faire. Et tu prendras la voiture ou les camionnettes? Ouais, la voiture. Le regard de Gary se perdit dans le vague. Bouteille, baseball, baise, murmura-t-il. Il se redressa sur son siège. Et qu'est-ce qu'on aura à foutre si j'y vais? Mais tu veux venir? Ouais. Joe Camber poussa une exclamation de joie et tous deux se mirent à rire. Ils ne remarquèrent ni l'un ni l'autre la façon dont Cujo releva la tête en les entendant et le léger grognement qu'il se mit à émettre. Ce lundi, le matin se leva sur un paysage de gris sombre ou clair.
Le brouillard était tellement épais que Brett Camber n'arrivait pas à distinguer le chêne qui se dressait dans la cour, face à la fenêtre de sa chambre. L'arbre ne se trouvait pourtant pas à plus de 30 mètres. Tout dormait dans la maison, mais lui, Brett, ne se sentait plus du tout fatigué. Il allait accomplir un voyage, et chaque fibre de son être vibrait à cette nouvelle. Rien que sa mère et lui. Ce serait chouette. Il le savait, et inconsciemment, tout au fond de lui-même, il se réjouissait de ce que son père ne les accompagnât pas. Il serait libre d'être lui-même, il n'aurait pas à s'efforcer d'atteindre ce mystérieux idéal de virilité que son père avait déjà atteint mais que lui ne parvenait pas même encore à comprendre. Il se sentait bien, merveilleusement bien et plein de vie. Brett n'éprouvait que compassion pour ceux qui ne s'apprêtaient pas à partir par cette belle matinée opaque, qui se transformerait en fournaise dès que le brouillard serait levé. Il avait déjà prévu de s'asseoir près de la vitre dans le car et de ne pas perdre un seul kilomètre du trajet depuis la gare de la rue Spring jusqu'à Stratford. Il avait mis très longtemps à s'endormir la nuit dernière et il n'était pas encore 5 heures, mais il finirait par exploser s'il restait 1 heure de plus au lit. Faisant aussi peu de bruit que possible, l'enfant enfila un jean, son t-shirt imprimé au nom de Castle Rock Cougars, une paire de soquettes de sport blanches et ses baskets. Il descendit à la cuisine et se prépara un bol de céréales au chocolat. Malgré ses efforts pour manger doucement, il était certain que l'on percevait dans toute la maison le croustillement de ces grains de riz soufflés, aussi fort qu'il résonnait dans sa tête. Brett entendit là-haut son père grogner, puis se retourner dans le lit qu'il partageait avec sa mère. Les ressorts gémirent. La mâchoire du petit garçon s'immobilisa. Après un instant de réflexion, il décida de prendre son 2e bol de céréales sous le porche et fit très attention à ne pas faire claquer la porte en la refermant. Le brouillard épais rendait les parfums de l'été plus distincts. L'air était déjà chaud. À l'est, juste au-dessus du léger moutonnement que formait la rangée de sapins tout au bout du champ, Brett aperçut le soleil, petite boule argentée qui évoquait la pleine lune lorsqu'elle était haute dans le ciel. L'humidité semblait encore palpable, lourde et enveloppante. Dès 8 ou 9 heures, le brouillard se serait dissipé, mais l'humidité, elle, subsisterait. Pour le moment, l'enfant ne voyait qu'un monde blanc et mystérieux qui lui livrait ses charmes cachés. L'odeur entêtante de la haie prête à subir la première taille de l'année, de l'engrais, des roses de sa mère. Il percevait même les senteurs atténuées du gigantesque chèvrefeuille de Gary Pervier qui recouvrait lentement la clôture, la noyait sous une marée de grappes avides et écœurantes. Brett posa son bol et se dirigea vers ce qu'il savait être la grange. À mi-chemin, il se retourna et ne distingua plus de la maison qu'un contour imprécis. Il était seul au milieu de tout ce blanc, avec un minuscule soleil d'argent pour veiller sur lui. Il respirait la poussière, la rosée, le chèvrefeuille et les roses. Puis le grondement retentit. L'enfant sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Il recula d'un pas, tous ses muscles tendus. Comme un petit garçon qui se trouve soudain plongé en plein conte de fées, sa première pensée fut « un loup ». Et il jeta autour de lui des regards affolés. Il ne put rien discerner d'autre que du blanc. Cujo jaillit du brouillard. Brett émit un gémissement. Le chien avec qui il avait grandi, qui avait poussé avec tant de patience la petite voiture fabriquée par Joe d'un Brett triomphant et joyeux alors âgé de 5 ans, le chien qu'il attendait tous les jours, qu'il vente ou qu'il neige, près de la boîte aux lettres pendant l'année scolaire, ce chien n'avait que peu de ressemblance avec l'apparition boueuse et hirsute qui se matérialisait lentement dans la brume matinale. Les grands yeux tristes du Saint-Bernard apparaissaient maintenant rouges, rétrécis et dénués d'intelligence, plus semblables à des yeux de porc qu'à ceux d'un chien. Son pelage était maculé d'une boue verdâtre, comme s'il s'était roulé dans les marécages situés au bout de la prairie. Son museau s'était retroussé en un terrible rictus qui fit frémir l'enfant d'horreur. Brett eut l'impression que son cœur tentait de se frayer un passage dans sa gorge. Une écume blanche et compacte s'écoulait lentement de la gueule du chien. « Cujo » souffla Brett. « Cujo » Cujo examina le garçon, sans plus reconnaître ni son apparence, ni les nuances de ses vêtements. Il ne pouvait distinguer véritablement les couleurs, du moins au sens où l'entendent les humains, ni son odeur. Il n'eut que la vision d'un monstre sur 2 jambes. Cujo se sentait malade, et tout lui apparaissait horrible et déformé maintenant. Une envie de meurtre lui emplissait la tête. Il éprouvait le besoin de mordre, d'arracher, de déchiqueter. Son esprit projetait déjà une image dans laquelle il se ruait sur le garçon, déchirait des lambeaux de chair et d'os, puis buvait le sang, qu'un cœur à l'agonie faisait jaillir en flots convulsifs. Puis la silhouette monstrueuse se mit à parler, et la voix résonna familièrement aux oreilles de Cujo. C'était le garçon, et le garçon ne lui avait jamais fait le moindre mal. Il fut un temps où il aimait ce garçon,
ou il serait mort pour lui si on le lui avait demandé. Ce sentiment restait assez fort pour repousser l'idée de tuer jusqu'à ce qu'elle devint aussi opaque que le brouillard. Son désir sanguinaire se mêla au courant impétueux de sa douleur. « Cujo, qu'est-ce qui ne va pas, mon vieux ?» Ce qui subsistait de l'animal sain, celui d'avant la blessure, se retourna, et avec lui le chien contaminé, dangereux, qui, pour la dernière fois, se voyait contraint d'obéir. Cujo s'éloigna, disparaissant dans la brume, sa gueule laissant tomber des flaques d'écume dans la poussière. Le Saint-Bernard adopta une course pesante, espérant distancer la souffrance, mais elle le poursuivit, bourdonnante, lancinante, l'emplissant d'une haine et d'une folie meurtrière qui le torturaient. Il se roula dans les fléoles des prés, et les yeux fous y donna des coups de dents. Le monde n'était plus qu'une mer déchaînée de parfums. Cujo voulait retrouver la trace de chacun d'eux pour en éliminer la source. Le chien se mit à gronder. Il se dressa sur ses pattes et s'enfonça dans le brouillard, qui commençait à peine à se lever. L'animal constituait une masse de près de 100 kilos. Après la disparition du chien, Brett resta un bon quart d'heure dans la cour sans savoir quoi faire. Cujo était malade. Peut-être avait-il avalé de la morora ou quelque chose de ce genre. Brett savait ce qu'était la rage, et s'il avait vu un tamia, un renard ou un porc-épic présenter les mêmes symptômes, il y aurait aussitôt pensé. Mais il ne lui vint pas à l'esprit que son chien pût être atteint de cette horrible maladie du cerveau et du système nerveux. La morora, c'est ce qui paraissait le plus vraisemblable. Il faudrait qu'il le dise à son père pour qu'il fasse venir le vétérinaire. Ou peut-être que son papa soignerait lui-même le chien, comme quand, 2 ans auparavant, il avait extirpé les aiguilles d'un porc-épic du museau de Cujo, tirant d'abord chaque pic vers le haut avec une pince, puis vers le bas avant de le sortir en prenant bien garde de ne pas le briser, car la blessure se serait alors infectée. Ouais, il faudrait qu'il prévienne son papa. Lui, il ferait quelque chose, comme le jour du porc-épic. Et le voyage? Il savait pertinemment que sa mère n'avait pu obtenir ce voyage qu'en livrant une rude bataille ou en profitant d'un formidable coup de chance, ou peut-être les deux à la fois. Comme la plupart des enfants, il sentait les vibrations qui émanaient de ses parents. Il connaissait la façon dont les courants affectifs évoluaient d'un jour à l'autre, comme un vieux guide connaît le moindre des détours d'un cours d'eau de montagne. La victoire n'avait tenu qu'à un fil, et même si son père avait fini par accepter, Brett devinait que cela avait été à contre-cœur et non sans peine. Ce voyage ne serait véritablement acquis que lorsque sa mère et lui se trouveraient dans le car. S'il apprenait à son père que Cujo n'allait pas bien, Joe n'en tirerait-il pas prétexte pour les garder à la maison? Le petit garçon se tint immobile au milieu de la cour. Pour la première fois de sa vie, il se trouvait confronté à un terrible dilemme moral et psychologique. Au bout d'un moment, il entreprit de chercher Cujo derrière la grange. Il l'appela à voix basse. Ses parents dormaient, et Brett savait comment les sons portaient dans la brume matinale. Il ne découvrit son chien nulle part, ce qui valait beaucoup mieux pour lui. La sonnerie réveilla Vic à 5 heures moins le quart. Il se leva, fit taire le réveil, et se dirigea à l'aveuglette vers la salle de bain tout en maudissant intérieurement Roger Brexton, qui ne pouvait se contenter d'arriver 20 minutes à l'avance à l'aéroport comme n'importe quel voyageur. Non, pas Roger. C'était un homme prévoyant. Il pouvait toujours se produire une crevaison, un effondrement de la chaussée ou un tremblement de terre. Des extraterrestres pouvaient décider de se poser justement sur la piste 22. Vic prit une douche, se rasa, avala ses vitamines, puis retourna s'habiller dans la chambre. Il trouva le grand lit vide et poussa un léger soupir. Donna et lui ne venaient pas de passer un week-end très agréable, à vrai dire. Il pouvait avouer qu'il espérait ne jamais plus avoir à subir 2 jours comme ceux-ci. Il s'était efforcé de conserver une attitude normale, pour Tad, et Vic avait eu l'impression de participer à une pénible mascarade. Il avait horreur d'avoir à contrôler les muscles de son visage pour sourire. Ils avaient dormi ensemble, mais pour la première fois, leur très grand lit avait paru trop petit à Vic. Ils s'étaient installés chacun à un bord, laissant entre eux un no man's land de draps lisses et froids. Vic n'avait réussi à s'endormir ni dans la nuit du vendredi, ni dans celle du samedi, obsédé par le moindre des mouvements de Donna, par le bruissement de la chemise de nuit contre le corps de sa femme. Il se demandait si le sommeil la fuyait elle aussi, confinée dans son petit espace de l'autre côté du vide qui les séparait. La nuit précédente, celle du dimanche, ils avaient essayé de combler ce blanc au milieu du lit. Ils ne parvinrent ni l'un ni l'autre au plaisir, mais au moins était-ce une tentative. Et personne ne se mit à pleurer quand ce fut terminé. Vic était resté persuadé que l'un d'eux éclaterait en sanglots. Vic ne pensait cependant pas qu'on pût appeler ce qu'il venait de faire l'amour. Il revêtit un léger costume d'été gris, du même gris que la lumière du dehors, et descendit ses 2 valises. L'une pesait beaucoup plus que l'autre.
Elle contenait la quasi-totalité des dossiers Sharp. C'était Roger qui détenait les études graphiques. Donna préparait des crêpes américaines dans la cuisine, le thé était prêt. Elle portait sa vieille robe de chambre de flanelle bleue et avait le visage bouffi, comme si au lieu de la reposer, le sommeil l'avait assommée. « Tu crois qu'on laisse décoller les avions par ce temps ?» demanda-t-elle. « Oh, ça va se lever. Le soleil se montre déjà. » Il lui désigna le petit point lumineux et l'embrassa à la naissance du coup. « Tu n'aurais pas dû te lever. »« Oh, ça ne fait rien. » Elle déposa prestement une crêpe sur une assiette qu'elle lui tendit. « Je voudrais que tu restes. » Elle s'exprimait d'une voix étouffée. « Surtout maintenant, après hier soir. »« C'était donc si mauvais que ça ?»« Ah, en tout cas pas comme avant, » souffla-t-elle. Un sourire amer, presque secret, effleura ses lèvres, puis s'évanouit. Elle remua la pâte à crêpes au fouet, puis en versa une louche dans la poêle. La jeune femme remplit leurs 2 tasses, l'une au nom de Vic, l'autre de Donna, et les posa sur la table. « Mange ta crêpe, il y a de la confiture de fraises, si tu veux. » Il prit la confiture et s'assit. Il mit un morceau de beurre sur sa crêpe et le regarda fondre, comme quand il était gosse. La confiture était de la Smuckers, sa préférée. Aussi en tartina-t-il largement sa crêpe. Cela avait l'air délicieux, mais il ne se sentait pas très affamé. « Tu vas coucher avec une autre fille à Boston ou à New York ?» demanda-t-elle en lui tournant le dos. « Pour qu'on soit quitte, œil pour œil. » Il sursauta, peut-être même s'empourpra. Il se réjouit qu'elle se fût retournée, car son visage, il le sentait, montrait en cet instant précis beaucoup plus qu'il ne l'aurait voulu. Donc il éprouva de la colère. L'idée de donner au garçon d'hôtel 10 $ au lieu du pourboire habituel et de lui poser quelques petites questions en échange lui avait bien sûr traversé l'esprit. Il savait que cela arrivait parfois à Roger. « Oh, je serais trop occupé pour ce genre de choses. »« Quelle est cette pub, déjà ? Il reste toujours une petite place pour... »« Qu'est-ce que tu veux, Donna ? Me mettre hors de moi, ou quoi ?»« Mais non. Mange donc, il faut que tu sois en forme. » Elle s'installa à son tour devant sa crêpe. Pour elle, pas de beurre, juste une goutte de sirop d'érable. Comme nous nous connaissons bien, songea-t-il. « À quelle heure tu dois prendre Roger ?» s'enquit-elle. « Les négociations ont été pénibles, mais nous avons fini par tomber d'accord sur 6 heures. » Elle eut un nouveau sourire, mais cette fois-ci chaud et affectueux. « Cela lui tient vraiment à cœur d'être toujours en avance, non ?»« Oh oui, cela m'étonne qu'il n'ait pas encore appelé pour s'assurer que je suis bien réveillé. » La sonnerie du téléphone retentit. Ils se regardèrent par-dessus la table, et après une seconde de silence éclatèrent de rire. Ce fut un instant magique, plus merveilleux sans doute que leur tentative amoureuse de la nuit. Il remarqua combien elle avait de beaux yeux, clairs, lumineux, du même gris que la brume matinale. « Va vite répondre, avant que Tad ne se réveille, » le pressa-t-elle. Il s'exécuta. C'était Roger. Vic lui assura qu'il était levé, habillé et prêt à tout affronter. Il prendrait Roger à 6 heures tapantes. Vic raccrocha, se demandant s'il parlerait à son ami de Donna et Steve Kemp. Non, probablement pas. Les conseils de Roger ne seraient sûrement pas mauvais, il l'était rarement, mais il finirait par tout raconter à Althea, malgré toutes ses promesses de ne pas le faire. Et Vic soupçonnait Althea de ne pouvoir résister à la tentation de faire partager une histoire si croustillante au-dessus d'une table de bridge. À cette réflexion, il sentit la déprime l'envahir à nouveau. Il avait l'impression qu'en essayant d'éclaircir le problème qui se posait entre lui et Donna, il se préparait à un enterrement en catimini. « Ce bon vieux Roger » fit-il en reprenant sa place. Il s'efforça de sourire, mais le naturel, la spontanéité avait disparu. « Tu crois que tu pourras tout faire rentrer dans la Jag ?»« Bah oui, dit-il, il faudra bien. Althea a besoin de leur voiture, et toi tu as... »« Merde, j'ai complètement oublié d'appeler Joe Camber pour ta Pinto. »« Ah, ouais, t'avais autre chose à penser, » fit-elle remarquer d'une voix où perçait une légère ironie. « Oh, cela ne fait rien, je n'enverrai pas Tad à son club aujourd'hui, il est enrhumé. Je peux même le garder à la maison tout l'été, si ça t'arrange. Je fais des bêtises quand il n'est pas là. » Donna avait maintenant la voix étranglée, déformée par les pleurs. Vic ne savait que dire, comment répondre. Impuissant, il la regarda prendre un Kleenex, se moucher, puis se tamponner les yeux. « Ce qui, commença-t-il, troublé, ce qui te semblera le mieux. » Puis il se dépêcha d'ajouter « Téléphone à Camber, il est toujours chez lui, je ne pense pas que la réparation lui prenne plus de 20 minutes, même s'il doit changer le carburateur. »« Tu y réfléchiras pendant que tu seras parti ?» interrogea-t-elle. « Je veux dire à nous, à ce que nous allons faire. » Il acquiesça. « C'est bien, moi aussi. Une autre crêpe ? » ?»« Non, merci. » La conversation prenait un tour irréel. Il eut soudain le désir d'être déjà parti.
Le voyage lui parut brusquement nécessaire et même très attirant. L'idée de s'éloigner de toute cette pagaille, de fuir à des kilomètres, le rendit impatient. Il voyait déjà le jet Delta fendre le brouillard qui s'effilait, puis s'élever dans le ciel bleu. « Je peux avoir une crêpe ?» Ils se retournèrent tous deux, éberlués. Thad se tenait debout dans l'entrée, vêtu de sa combinaison pyjama jaune pâle, les épaules prises dans sa couverture rouge et tenant son chien en peluche par une oreille. Il évoquait un petit Indien ensommeillé. « Oh, je pense que je peux t'en faire cuire une, » répondit Donna, étonnée. Thad n'était pas particulièrement à lève-tôt. « C'est le téléphone, Thad ?» lui demanda Vic. Le petit garçon fit non de la tête. « C'est moi qui me suis fait réveiller tôt pour pouvoir te dire au revoir, papa. C'est vraiment obligé que tu t'en ailles ?»« Mais c'est pas pour longtemps, fiston. »« Oh, c'est trop long, » répliqua sombrement Thad. « Je vais entourer le jour où tu reviendras sur mon calendrier. Maman m'a montré quand c'était. Tous les jours, je ferai une marque. Et maman m'a dit qu'elle me lirait la formule pour le monstre tous les soirs. »« Alors tout va bien, non ?»« Ouais, tu me téléphoneras ?»« Tous les soirs, assura Vic. »« Tous les soirs, » insista le petit garçon. Il se glissa sur les genoux de son père et posa son chien en peluche près de l'assiette de Vic. « Tous les soirs, papa, » répéta Thad en grignotant un morceau de pain grillé. « Je ne pourrai peut-être pas tous les soirs, » répondit Vic en songeant à l'emploi du temps harassant que Roger avait dressé dans l'après-midi du vendredi avant l'arrivée de la lettre. « Pourquoi non ?»« Parce que Roger est un véritable tyran, » interrompit Donna en servant la crêpe de Thad. « Viens t'asseoir ici et mange. Prends ton chien. Papa nous appellera de Boston demain soir pour nous raconter tout ce qui lui est arrivé. » Thad prit sa place au bout de la table, devant un grand set de plastique à son nom. « Tu me rapporteras un jouet ? » « Oh, peut-être, si tu es sage. Et peut-être même que je téléphonerai dès ce soir pour vous dire si je suis bien arrivé entier à Boston. »« Ça marche. » Vic contemplait fasciné son fils, qui versait un vrai petit océan de sirop sur sa crêpe. « Quel genre de jouet ? » ?»« On verra. » Vic regarda Thad manger sa crêpe. Il lui vint soudain à l'esprit que Thad aimait les œufs. Durs, en omelette, pochés ou sur le plat, Thad les engloutissait. « Thad ? » ?»« Oui, papa. Si tu voulais que les gens achètent des œufs, qu'est-ce que tu leur dirais ?» L'enfant réfléchit un instant. « Moi, je leur dirais que les œufs, c'est bon, » déclara-t-il. Vic croisa une fois encore le regard de sa femme, et ils retrouvèrent la même complicité que lorsque le téléphone avait sonné. Cette fois-ci, chacun d'eux entendit le rire de l'autre par télépathie. Les adieux furent rapides. Seul Thad, pour qui la notion du temps était décalée, éclata en sanglots à l'idée de perdre son père si longtemps. « Tu réfléchiras ?» lui redemanda Donna alors que Vic montait dans la jague. « Oui. » En roulant en direction de Brighton, où il devait prendre Roger, Vic ne pensa plus pourtant qu'à leurs 2 moments de communication intense. 2 en une seule matinée, pas si mal. Il suffisait pour y arriver de 8 ou 9 ans de vie commune, en gros le quart des années qu'ils avaient passées sur cette terre. Toute la conception de la communication humaine, un tel déploiement de force était nécessaire pour parvenir à un résultat si ridicule, lui parut brusquement absurde. Quand on avait dépensé tant de temps et qu'on en avait tiré un certain profit, il fallait se montrer prudent. Oui, il allait réfléchir. Donna et lui avaient passé ensemble des années agréables, et même si certaines de leurs voies de communication se trouvaient maintenant obstruées par la boue qui ne s'était peut-être pas encore totalement déposée, d'autres, nombreuses, semblaient ouvertes et en parfait état. Il devrait considérer attentivement toutes les questions qui se posaient, mais inutile de chercher à tout traiter à la fois, chaque chose en son temps. Il alluma la radio et se mit à penser au pauvre vieux professeur des céréales Sharp. Joe Camber arrêta sa voiture devant la gare routière de Portland à 8h moins 10 exactement. Le brouillard s'était dissipé et le gros thermomètre numérique surmontant la banque de crédit Casco indiquait déjà 22 degrés et demi. Il conduisait, le chapeau bien planté sur la tête, prêt à crier contre tous ceux qui s'immobiliseraient devant lui ou lui barreraient la route. Joe avait horreur de conduire en ville. Quand Gary et lui se rendraient à Boston, il prévoyait de garer la voiture en arrivant et de ne la prendre qu'au moment de repartir. Ils pourraient toujours utiliser le métro s'ils arrivaient à comprendre comment il fonctionnait, sinon ils marcheraient. Charity avait revêtu son plus bel ensemble pantalon d'un doux vert amande, avec un chemisier de coton blanc à gros col de dentelle. Elle portait des boucles d'oreilles, ce qui avait empli Brett d'étonnement. Il ne se rappelait pas avoir vu sa mère mettre des boucles d'oreilles ailleurs qu'à l'église. Brett avait suivi sa mère lorsqu'elle était montée s'habiller après avoir préparé le petit déjeuner de son père.
Joe n'avait presque rien dit, ne marmonnant que quelques monosyllabes en réponse aux questions qu'on lui posait, puis coupant court à toute conversation en allumant la radio pour écouter les résultats de baseball. La mère et le fils craignaient tous deux que ce silence ne présageât un brusque emportement qui pût compromettre leur voyage. Charity avait déjà enfilé le pantalon de son ensemble et était en train de mettre son chemisier. Brett remarqua qu'elle portait un soutien-gorge pêche, et cela aussi le plongea dans la stupéfaction. Il ne connaissait pas à sa mère de sous-vêtements d'une autre couleur que le blanc. « Maman !» fit-il d'un ton pressant. Elle se tourna vers lui, et l'on eût pu croire qu'elle allait se jeter sur lui. « Il t'a dit quelque chose ?»« Non, non, c'est Cujo. »« Cujo ? Quoi, Cujo ? Je crois qu'il est malade. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» Brett lui raconta qu'il avait voulu prendre son second bol de céréales sous le porche, qu'il s'était avancé dans le brouillard, et puis que Cujo avait soudain surgi, les yeux fous et injecté de sang, l'écume à la gueule. « Et il marchait bizarrement, » termina l'enfant. « Il ne s'avançait pas droit, tu comprends ? Je crois qu'il vaudrait mieux le dire à papa. »« Non !» l'interrompit sa mère d'un air féroce, en le saisissant par les épaules, suffisamment fort pour lui faire mal. « Je te le défends. » Il la dévisagea, surpris et effrayé. Elle relâcha son étreinte et reprit plus calmement. « Il t'a simplement fait peur en sortant brusquement du brouillard, comme ça. Il n'a sûrement rien du tout, d'accord ?» Brett chercha les mots susceptibles de lui faire comprendre à quel point Cujo paraissait terrible, et qu'il avait même craint que le chien ne se ruât sur lui. En vain, peut-être ne les chercha-t-il pas très longtemps. « Et s'il ne va pas bien, poursuivit Charity, cela n'est sûrement pas grand-chose. Peut-être qu'un putois... Non, il ne sentait pas le... Ou qu'il a couru après un tamia ou un lapin. Il a même pu chasser un élan là-bas dans les marais, ou encore manger des orties. »« Ça se peut, » répondit Brett d'un ton dubitatif. « Tu sais que ton père va sauter sur une occasion comme celle-ci, reprit-elle. Tu l'entends déjà. Alors, il est malade ? Eh bien, c'est ton chien, Brett, à toi de t'occuper de lui. J'ai trop de travail pour m'amuser à perdre mon temps avec ta bestiole. » Brett acquiesça d'un air malheureux. Il s'était dit exactement la même chose, surtout en voyant avec quelle mauvaise humeur son père avait avalé son déjeuner, tandis que la voix criarde du commentateur hurlait des résultats sportifs. « Si tu laisses ton chien tranquille, il viendra rôder autour de ton père et ton papa s'occupera de lui, » le rassura Charity. « Il aime Cujo, presque autant que toi, même s'il ne le dit jamais. S'il s'aperçoit de quelque chose, il le conduira chez le vétérinaire, à South Paris. »« Ouais, tu as raison. » Les paroles de sa mère lui paraissaient sensées, mais l'enfant n'arrivait pas à se tranquilliser. Elle se pencha pour l'embrasser. « Écoute, j'ai une idée. Nous pourrions téléphoner à ton père ce soir, si tu veux. Qu'en penses-tu ? Et quand tu l'auras au bout du fil, tu n'auras qu'à lui dire, mine de rien. Tu as donné à manger à mon chien, papa ? Et à ce moment-là, tu verras bien. »« D'accord, » soupira Brett en jetant à sa mère un sourire reconnaissant. Soulagée, elle le lui retourna. Le danger était écarté. Mais la perversité du sort leur donnait ainsi un nouveau sujet d'inquiétude à ruminer, jusqu'à ce que Joe se décide enfin à garer sa voiture devant le perron et commence en silence à charger leurs 4 sacs dans le coffre. Charity avait glissé subrepticement ses 6 albums de photos dans l'un d'eux. Il craignait maintenant que Cujo ne se montre avant qu'il n'ait eu le temps de s'éloigner en laissant Joe se débrouiller avec le problème. Mais Cujo n'avait pas reparu. Maintenant, Joe relevait la porte du coffre, tendait à Brett les 2 petits sacs de voyage tandis qu'il prenait les grands. « Eh bien, ma bonne femme, tu emmènes tellement de bagages que je me demande si tu vas pas faire un tour à Reno pour divorcer au lieu de descendre dans le Connecticut. » Brett et Charity se forcèrent à sourire. Cela ressemblait à une tentative de plaisanterie, mais avec Joe Camber, on ne pouvait jamais en être sûr. « Ce serait à marquer d'une pierre blanche, » rétorqua Charity. « Alors j'aurais plus qu'à aller te chercher avec mon nouveau moufle, » reprit-il sans surprise. Son chapeau vert restait bien enfoncé à l'arrière de son crâne. « Alors, mon garçon, je te confie ta mère ?» Brett fit oui de la tête. « Ouais, tu ferais bien de la surveiller. » Il contempla son fils. « Tu deviens sacrément grand. Sans doute que t'aurais plus envie d'embrasser ton vieux père. »« Moi, je crois que oui, pas, » protesta Brett. Il serra son père très fort et déposa un baiser sur les joues rugueuses qui sentaient la sueur, à laquelle se mêlaient quelques relents de vodka de la veille. L'enfant fut surpris par l'amour qu'il éprouva soudain pour son père, brusque vague de tendresse qui survenait parfois au moment où il les attendait le moins, ce qui se produisait de plus en plus rarement ces 2 ou 3 dernières années, fait que sa mère n'aurait jamais voulu croire, même si elle le lui avait avoué. Cet amour-là n'avait absolument rien à voir avec le comportement habituel de Joe à son égard ou envers sa mère. Il s'agissait là d'un phénomène brut, biologique, contre lequel il ne pourrait jamais rien, d'un réflexe provoqué par ces références illusoires qui vous hantent pour la vie.
Le parfum d'une cigarette, l'image d'un rasoir se reflétant dans un miroir, un pantalon jeté sur le dossier d'une chaise, certaine grossièreté. Son père l'embrassa à son tour, puis se tourna vers Charity. Il mit un doigt sous le menton de la jeune femme, lui ramenant un peu la tête vers lui. Des quais situés de l'autre côté du bâtiment de briques leur parvint le son d'un car qui faisait tourner son moteur. Ils reconnurent le grondement bas et guttural d'un diesel. « Amuse-toi bien » lança-t-il. Charity sentit ses yeux s'embuer de larmes et elle les essuya prestement d'un geste presque coléreux. « C'est ça, » répondit-elle. Le visage de son mari reprit aussitôt son expression butée. On eût dit que la visière d'un casque se rabattait sur ses traits. Il était redevenu le rustre qu'elle connaissait. « Allez, mon garçon, on va ranger ces sacs dans le car. Ma parole, on dirait qu'il y a du plomb dans celui-là. Sacré nom de Dieu !» Il resta avec eux jusqu'à ce que les 4 sacs aient été enregistrés, examinant attentivement chacune des étiquettes, sans tenir compte de la condescendance amusée du préposé au bagage. Il surveilla l'employé, tandis que celui-ci juchait les sacs sur un chariot, avant de les faire disparaître dans les entrailles du car. Joe se tourna alors vers Brett. « Viens avec moi sur le trottoir, » commanda-t-il. Charity les regarda s'éloigner. Elle s'assit sur l'un des bancs inconfortables, ouvrit son sac à main, en extirpa un mouchoir qu'elle se mit à triturer. Il était bien capable, après lui avoir dit au revoir, d'essayer de convaincre le gosse de rentrer avec lui à la maison. Sur le trottoir, Joe commençait. « Je vais te donner 2 conseils, mon garçon. Je suis bien sûr que t'en suivras aucun, c'est toujours comme ça les gosses, mais ça a jamais empêché les pères d'en donner. D'abord, le premier. Le type que tu vas voir, ce Jim, c'est une vraie merde. Si je te laisse y aller maintenant, c'est que tu as 10 ans et que tu es assez grand pour savoir reconnaître une marguerite d'une crotte de mouton. Regarde-le bien, tu comprendras. Il fait rien d'autre que de rester assis dans un bureau à remuer des bouts de papier. C'est les gens comme lui qui sont en train de tout foutre en l'air dans notre monde, parce que leurs mains sont plus reliées à leur cerveau. » Les joues de Joe s'étaient légèrement enflammées. « C'est une vraie merde. Tu verras si t'es pas d'accord avec moi. »« Oui, papa, » répondit Brett d'une voix basse mais posée. Joe Camber eut un petit sourire. « Le 2e conseil, c'est de faire très attention à ton porte-monnaie. »« Bah, j'ai pas d'art... » Camber lui tendit un billet de 5 $ tout froissé. « En voilà. Le dépense pas tout d'un coup. »« D'accord, pas. Merci. »« Allez, à bientôt, fiston, » dit Camber. Il ne réclama pas d'autres baisers. « Au revoir, papa. » Brett resta sur le trottoir à regarder son père monter dans la voiture, puis démarrer. Il ne revit plus jamais son père en vie. À 8h15 ce matin-là, Gary Pervier sortit de sa maison en titubant, vêtu d'un caleçon malpropre, pour aller uriner dans le chèvrefeuille. Il espérait, non sans un certain sadisme, qu'un jour l'alcool rendrait son urine tellement acide qu'elle ferait crever l'arbuste. Ce jour-là ne semblait pas près d'arriver. « Aïe, ma tête !» hurla-t-il en se prenant le front de sa main libre, tout en arrosant le chèvrefeuille qui avait enseveli sa clôture. Le vieil homme avait les yeux injectés de sang. Sa tête résonnait du même fracas que produit une pompe à eau toute rouillée lorsqu'elle tire plus d'air que d'eau. Une terrible crampe d'estomac le plia en deux alors qu'il terminait de se vider. Il en avait de plus en plus ces derniers temps, et d'entre ses jambes maigres s'échappa une succession de flatuosités malodorantes. Il s'apprêtait à rentrer lorsqu'il perçut le grondement. Le son bas mais puissant provenait d'un point situé juste au-delà de l'endroit où son jardin envahi par les herbes rejoignait le champ voisin. Gary se retourna brusquement en direction du bruit, oubliant ses maux de tête, ses crampes et ses palpitations. Cela faisait très longtemps que des images de la guerre, en France, ne s'étaient pas imposées à son esprit comme en cet instant précis. « Les Allemands! Les Allemands! Les Allemands! Rassemblez-vous » Mais il ne s'agissait pas ici d'Allemands. L'herbe s'écarta bientôt pour laisser passer Cujo. Bah, « Salut, vieux! Qu'est-ce qui te prend à grogner comme... » commença Gary, qui se tut aussitôt. Il n'avait pas vu de chien enragé depuis plus de 20 ans, mais ce n'est pas là le genre de spectacle qu'on oublie. Cela se passait dans une station-service à l'est de Machias, alors qu'il rentrait d'un petit séjour en camping sur la côte. Il pilotait la vieille moto qu'il possédait à ce moment-là, dans les années 50. Un chien jaune, décharné et pantelant, avait surgi de nulle part, tel un fantôme. Ses flancs se gonflaient rapidement au rythme de sa respiration courte et saccadée. L'écume coulait continuellement de sa gueule ouverte. Ses yeux roulaient dans leurs orbites et tout son arrière-train était maculé d'excréments. La bête titubait plus qu'elle ne marchait, donnant l'impression qu'une âme peu charitable lui avait écarté les mâchoires 1 heure auparavant pour y déverser une grande rasade de whisky bon marché. « Mon Dieu, le voilà !» avait soufflé le pompiste avant de lâcher la clé à molette qu'il tenait,
pour se ruer vers le petit bureau encombré et malpropre qui jouxtait les ateliers du garage. Il en était ressorti tenant dans ses grandes mains couvertes de cambouis une Winchester 30-30. Il se dirigea vers les pompes, mit un genou en terre et appuya sur la détente. La première balle tirée trop bas avait emporté une partie de la patte arrière de l'animal, faisant gicler le sang. Tout en fixant Cujo des yeux, Gary se souvint que le chien jaune n'avait pas esquivé le moindre mouvement. Il s'était contenté de jeter autour de lui des regards hébétés, comme s'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Le second coup du pompiste avait pratiquement coupé la bête en deux. Les viscères avaient éclaboussé la pompe à essence de taches brunes et rouges. Un instant plus tard, 3 autres types, tous armés, avaient débarqué, entassés dans la cabine d'un vieux pick-up Dodge de 1940. Ils avaient encore tiré 8 ou 9 fois sur la dépouille du chien. Une heure après, alors que le pompiste finissait de changer la lampe du phare sur la moto de Gary, la responsable de l'action sanitaire du comté arriva à bord d'une auto dont la portière côté passager manquait. Elle enfila de longs gants en caoutchouc et trancha ce qui subsistait de la tête du chien jaune pour l'envoyer au laboratoire. Cujo paraissait sacrément plus vif que ce chien jaune d'il y avait bien longtemps, mais les autres symptômes correspondaient exactement. « C'est que le début, songea Gary. Encore plus dangereux. Bon sang, faut que j'attrape mon fusil. » Il se mit à reculer. « Salut, Cujo. Bon chien, bon garçon, bon petit chien. » Cujo se tenait à l'extrémité de la pelouse, son énorme tête baissée, ses yeux rouges et voilés. Il grondait. « Bon garçon. » Les mots qui sortaient de la bouche de l'homme ne signifiaient rien pour Cujo. Ce n'étaient que des sons dépourvus de sens, comme le bruit du vent. Ce qui importait, c'était l'odeur qui émanait de l'homme. Une odeur chaude, fétide et âcre, le parfum de la peur. Cujo la trouva exaspérante, intolérable. Il comprit soudain que c'était l'homme qui l'avait rendu malade. Il se jeta en avant, le grondement se transformant dans sa poitrine en un terrible rugissement de rage. Gary vit le chien fondre sur lui. Il fit volte-face et se mit à courir. Une morsure, un coup de patte, et ce serait la mort. Il se précipita vers le perron, vers la maison protectrice. Mais son existence comptait trop de cocktails, trop de longues soirées d'hiver passées devant le poêle, trop de belles soirées d'été à rester dans la chaise longue. Il entendait Cujo se rapprocher derrière lui, et bientôt survint la fraction de seconde où il ne perçut plus rien. Il sut que Cujo venait de sauter. À l'instant où il atteignit la première marche fissurée du perron, les 100 kilos du Saint-Bernard le fauchèrent comme une locomotive, le plaquant au sol et vidant l'air de ses poumons. La bête essaya de lui mordre le cou. Gary tenta de se redresser pour franchir la marche, mais le chien était sur lui, l'épaisse fourrure de son ventre étouffait presque le vieil homme, et l'animal n'eut aucune peine à le déséquilibrer de nouveau. Gary hurla. Cujo lui mordit l'épaule, ses crocs puissants pénétrant et broyant la chair nue, arrachant les tendons tels de simples fils de fer. Le grondement n'avait pas cessé, le sang jaillit. Gary le sentit couler chaud sur son bras décharné. Il se retourna et tenta de repousser le chien à coups de poing. Celui-ci recula, Gary en profita pour gravir 3 autres marches sur les pieds et les mains, puis Cujo se remit à charger. Le vieil homme lui décrocha un coup de pied. Le Saint-Bernard esquiva, puis attaqua tout en grognant et ouvrant une gueule menaçante. L'écume lui coulait des mâchoires, et Gary respirait son souffle, putride, fétide, un relent de pourriture. Il serra le poing et le projeta au hasard, rencontrant l'os dur de la mâchoire inférieure de Cujo. Ce fut de la chance. Gary ressentit le choc jusqu'en haut de son bras déjà meurtri par la morsure. Cujo, une fois de plus, fit marche arrière. Gary fixa le chien du regard, son maigre torse imberbe se soulevant à un rythme accéléré. Son visage était couleur de cendre. Le sang coulait à flots de sa blessure à l'épaule et maculait le perron décrépit. « Amène-toi, fils de pute !» lança-t-il. « Viens donc, viens ici, j'en ai rien à foutre !» Il cria. « Tu m'entends? Je t'emmerde !» Mais Cujo recula d'un pas encore. Il ne comprenait toujours pas les mots, mais l'odeur de l'homme avait disparu. Cujo ne savait plus s'il voulait ou non revenir à la charge. Il souffrait tellement, et le monde ne se présentait plus que comme un entrelac confus de sensations et d'impressions. Gary se releva en tremblant. Il franchit à reculons les 2 dernières marches du perron qu'il traversa de la même façon avant de chercher à tâtons la poignée de la porte vitrée. Son épaule lui donnait l'impression qu'on lui avait injecté du pétrole brut sous la peau. Les mêmes mots résonnaient dans sa tête, obsédant. « La rage! J'ai la rage !» Ne pas y penser. Chaque chose en son temps. Son fusil se trouvait dans le placard de l'entrée. Dieu merci, Brett et Charity n'étaient plus là-haut. La grâce divine existait donc parfois. Il trouva la poignée et ouvrit la porte.
Le vieil homme ne quitta pas Cujo des yeux avant d'être entré et d'avoir refermé la porte derrière lui. Une vague de soulagement l'envahit. Ses jambes se dérobèrent. Le monde sembla un instant dériver, et il s'empêcha de perdre totalement conscience en se mordant le bout de la langue. Ce n'était pas le moment de tomber dans les pommes. Il pourrait toujours jouer les jeunes filles fragiles quand il aurait tué le chien. Bon sang, il l'avait échappé belle là-bas. Il avait bien cru que sa dernière heure était arrivée. Il se retourna et commença de traverser le sombre couloir en direction du placard, quand Cujo, les babines retroussées en une sorte de rictus, enfonça le bas de la porte vitrée en lançant de sauvages aboiements. Gary poussa un hurlement et n'eut que le temps de faire volte-face pour recevoir dans les bras le chien qui venait de bondir. L'homme fut projeté en arrière et se cogna au mur en s'efforçant de conserver son équilibre. Il semblait un instant exécuter une valse étrange avant que Gary, de 25 kilos plus léger, ne s'écroulât. Il se rendit à peine compte du mufle de Cujo tentant de lui soulever le menton, de ce museau sec et brûlant à en être écœurant. Il essayait de se libérer les mains dans l'intention d'enfoncer les pouces dans les yeux du chien quand celui-ci l'égorgea. Gary hurla, et le chien le mutila plus encore. Le vieil homme sentit un voile de sang chaud lui recouvrir le visage. Il pensa « Seigneur, c'est mon tour ». Ses mains tentèrent faiblement de marteler l'avant-train de la bête. Enfin, elles retombèrent. Il perçut encore, lointain et entêtant, les effluves du chèvrefeuille. « Qu'est-ce que tu regardes de beau ?» Brett esquissa un léger mouvement dans la direction d'où venait la voix de sa mère. Esquissa seulement, car il ne voulait pas perdre une seule miette du paysage qui défilait devant ses yeux. Le car roulait depuis maintenant près d'une heure. Ils avaient traversé le pont $1 000 000 pour rejoindre South Portland. Brett avait observé, émerveillé et fasciné, les 2 cargos couverts de rouille et d'écume mouillés dans le port. Ils avaient pris l'autoroute du Sud et approchaient en ce moment de la frontière du New Hampshire. « Tout, répondit l'enfant. « Et toi, qu'est-ce que tu regardes ?» Elle songea. « Ton reflet dans la vitre, très estompé, voilà ce que je regarde. » Mais au lieu de cela, il dit « Eh bien, le monde, je suppose, j'observe le monde qui défile devant nous. »« Maman, je voudrais que ce car nous emmène jusqu'en Californie, comme ça je verrai tout ce qu'il y a dans mon livre de géographie. » Elle éclata de rire et lui ébouriffa les cheveux. « Tu en aurais vite marre, Brett. »« Oh non, non, pas du tout. » Et il ne mentait pas, pensa-t-elle. Elle se sentit soudain vieille et triste. Quand elle avait appelé Holly, samedi matin, pour lui demander s'il pouvait venir, Holly avait paru enchantée, et à cette joie, Charity avait eu l'impression de rajeunir. Il était curieux de constater que le plaisir de son fils, son euphorie presque palpable, l'accablait au contraire. Néanmoins, qu'allait-on faire de lui s'interrogea-t-elle en examinant le visage fantomatique de son fils, qui se surimprimait sur le paysage comme un trucage cinématographique. L'enfant était intelligent, plus intelligent qu'elle-même et beaucoup plus que Joe. Il faudrait qu'il aille à l'université, mais Charity savait que lorsqu'il serait au lycée, Joe le presserait de suivre des cours de mécanique dans une école professionnelle pour qu'il puisse ainsi l'aider davantage au garage. 10 ans auparavant, ce genre de choses était impossible. Les conseillers d'orientation n'auraient pas permis qu'un enfant aussi doué que Brett choisît un métier manuel. Mais en cette époque de libre arbitre et des « vous êtes assez grand pour décider », elle avait terriblement peur que cela pût se produire. Tout cela l'effrayait. Avant, elle pouvait se dire que les études étaient encore très loin, si loin, les vraies études de lycée. L'école primaire ne représentait qu'un jeu pour un enfant qui assimilait les leçons aussi facilement que Brett. Mais avec le lycée commençait le moment des choix irrévocables. Les portes se fermaient alors avec un petit déclic qu'on ne percevait distinct que bien des années plus tard, lors de rêves amers. Elle serra ses bras contre elle et frissonna, sans même tenter de se persuader que c'était à cause de l'air conditionné trop froid. Il ne restait plus que 4 ans avant que Brett entre au lycée. Un nouveau frisson la parcourut, et elle prit soudain conscience d'un désir masochiste de n'avoir jamais gagné cet argent, ou bien d'avoir perdu le billet. Cela faisait 1 heure à peine qu'ils avaient quitté Joe, mais c'était la première fois en 14 ans de mariage qu'elle se séparait véritablement de lui. Charity ne s'était jamais imaginé que son vieux rêve se réaliserait de façon si soudaine, si grisante et amère à la fois. Représentez-vous la situation. On donne à une femme et à son fils la liberté de quitter le foyer protecteur et nourricier, mais il y a un piège. Planté dans leur dos un gros crochet, et au bout de ce crochet de solides bandes élastiques invisibles. Avant de pouvoir faire le moindre pas de trop, retour express en arrière, vous réintégrez le château familial pour 14 nouvelles années. Un son rauque jaillit de sa gorge. « Tu m'as dit quelque chose, maman ?»« Non, non, je raclais juste ma gorge. » Elle ne put réprimer un 3e frisson, et cette fois-ci la chair de poule lui hérissa les bras.
Charity venait de se rappeler un vers d'un poème qu'elle avait appris au lycée. Elle avait espéré aller à l'université, mais cette idée avait mis son père en fureur. Les prenait-elle donc pour des gens riches? Et sa mère avait cédé à une hilarité où se mêlaient la gentillesse et la pitié. Il s'agissait d'un poème de Dylan Thomas, et elle ne se souvenait pas de tous les mots, mais le sujet en était la souffrance des tragédies de l'amour. Le vers lui avait paru drôle et déroutant à l'époque. Elle croyait pourtant le comprendre aujourd'hui. Quel autre nom donner à ces bandes élastiques invisibles sinon celui d'amour? Essaierait-elle de se faire croire qu'elle n'aimait pas, en cet instant même et d'une certaine façon, l'homme qu'elle avait épousé? Qu'elle ne restait avec lui que par devoir, ou pour le bien de son fils? Ce serait là du plus haut comique. Si elle le quittait un jour, ce serait effectivement pour le bien de Brett. Qu'il ne l'avait jamais fait jouir, qu'il n'arrivait jamais à Joe, parfois aux moments les plus inattendus, comme à la gare 1 heure plus tôt, de se montrer tendre. Pourtant. Brett, captivé, ne détachait pas le regard de la vitre. Sans tourner la tête, il demanda « Tu crois que Cujo va bien, maman ?»« J'en suis certaine, » répondit-elle d'un ton absent. Pour la première fois, elle se surprenait à envisager le divorce de façon concrète. Comment parviendrait-elle à subvenir à ses besoins et à ceux de son fils? Quelle pourrait être leur vie dans une situation aussi impensable, presque impensable? Si Brett et elle ne rentraient pas de ce voyage, viendrait-il les chercher comme il l'avait vaguement laissé entendre à Portland? Choisirait-il de laisser Charity s'écarter du droit chemin, mais de tenter de ramener Brett de gré ou de force? La jeune femme entreprit de passer en revue toutes les éventualités, les soupesant et en se disant qu'après tout, il n'était peut-être pas mauvais d'étudier un peu la situation. Douloureux sans doute, mais sûrement utile. Le car franchit la frontière qui séparait le Maine du New Hampshire et poursuivit sa route vers le sud. Le Delta 727 prit rapidement de l'altitude, exécuta une boucle au-dessus de Castle Rock. Vic s'efforçait toujours, mais en vain, de repérer sa maison près du lac Castle et de la route 117, puis mit le cap sur la côte. Le vol jusqu'à l'aéroport de Boston ne prenait que 20 minutes. Donna se trouvait en bas, à quelques 600 mètres en dessous, avec Taddy. Vic éprouva un soudain désespoir auquel se mêlait le sombre pressentiment que cela ne marcherait jamais, qu'ils étaient fous même de s'imaginer qu'ils pourraient réussir. Quand votre maison s'écroule, vous en reconstruisez une autre. Vous n'essayez pas de recoller l'ancienne avec du scotch. L'hôtesse s'approcha. Vic et Roger voyageaient en première classe. Autant en profiter pendant qu'on peut encore se le permettre, mon vieux, avait déclaré Roger le mercredi précédent, quand il avait fait les réservations. Tout le monde ne peut pas se vanter d'aller à la soupe populaire avec un style pareil. Il n'était entouré que de 4 ou 5 autres passagers, qui presque tous, comme Roger, lisaient le journal. « Puis-je vous offrir quelque chose ?» demanda la jeune femme à Roger, avec ce sourire professionnel éclatant qui semblait assurer combien elle était ravie de s'être levée à 5h30 ce matin pour accomplir les sauts de puce que constituait le trajet Bangor, Portland, Boston, New York, Atlanta. Roger refusa d'un signe de tête machinal. Aussi adressa-t-elle son sourire céleste à Vic. « Vous désirez quelque chose, monsieur? Une pâtisserie, un jus d'orange? Pourriez-vous me préparer une vodka orange ?» s'enquit Vic. La tête de Roger jaillit de son journal. Le sourire de l'hôtesse ne s'altéra pas. Elle ne s'étonnait plus de ce qu'on lui demandait de l'alcool avant 9h du matin. « Je peux vous arranger cela tout de suite, affirma-t-elle, mais il faudra vous dépêcher de la boire. Pour Boston, l'avion atterrit à peine parti. »« Oh, je me dépêcherai, promit Vic d'un ton solennel, et elle retourna vers le bar, resplendissante dans son uniforme pantalon bleu de cobalt. « Qu'est-ce que t'as » interrogea Roger. « Qu'entends-tu par là ?»« Bah, tu sais très bien ce que je veux dire. Je ne t'ai jamais vu boire ne serait-ce qu'une bière avant midi. En fait, rarement avant 5h. »« Je mets le bateau à l'eau, » expliqua Vic. « Bah, quel bateau ?»« Le Titanic. » Roger fronça les sourcils. « C'est plutôt de mauvais goût, tu ne trouves pas ?» Roger n'avait pas tort. Il méritait mieux que cela. Mais ce matin, la déprime l'enveloppant comme une couverture puante, Vic ne parvenait pas à trouver autre chose. Il se composa un pauvre sourire à la place, mais Roger ne se départit pas de son expression réprobatrice. « Écoute, commença Vic, j'ai une idée pour les Zingers. On va avoir un mal de chien à convaincre le vieux Sharp et son gosse, mais ça pourrait marcher. » Roger parut soulagé. Ils avaient toujours procédé ainsi. Vic fournissait la matière première et Roger l'affinait puis la mettait en œuvre. Dès qu'il s'agissait d'adapter les idées aux médias, de la présentation, ils avaient toujours travaillé en équipe. « Qu'est-ce que c'est ?»« Donne-moi un peu de temps, » le pria Vic. « Jusqu'à ce soir peut-être, alors nous la hisserons en haut du mât. »« Pour voir qui baissera son pantalon, » termina Roger avec un large sourire. D'une secousse, il rouvrit son journal à la page financière.
D'accord, du moment que je l'aurai ce soir. Les valeurs Sharp ont encore grimpé d'1/8 la semaine dernière. Tu étais au courant? Super, murmura Vic, qui se concentra de nouveau sur le hublot. Le brouillard s'était levé, le jour s'annonçait d'une clarté lumineuse. Les plages des Kennebunk, Ogunquit et York dessinaient un vrai paysage de carte postale panoramique. La mer de cobalt, le sable brun clair, et puis les terres du Maine, ses collines, ses champs ouverts et ses larges bandes de sapins qui s'étendaient à perte de vue vers l'ouest. Magnifique. Vic se sentit plus déprimé encore. Si je ne peux pas me retenir de pleurer, alors j'irai le faire aux chiottes, se dit-il tristement. 6 phrases écrites sur du mauvais papier avaient réussi à l'ébranler à ce point. Le monde semblait sacrément fragile, aussi fragile que l'étaient ses œufs de Pâques, gais et colorés à l'extérieur, mais creux à l'intérieur. Quelques jours à peine auparavant, il avait songé à prendre Tad et partir. Il se demandait maintenant si Donna et Tad seraient encore à la maison quand il rentrerait avec Roger. Donna oserait-elle faire ses valises et emmener Tad, par exemple chez sa mère, dans les Poconos? Cela restait évidemment possible. Elle penserait peut-être que 10 jours de séparation n'étaient pas suffisants, ni pour lui, ni pour elle. Peut-être que 6 mois seraient préférables. Et elle avait Tad maintenant. Possession vaut titre, n'est-ce pas ce que l'on dit? Et peut-être, lui murmurait une voix insinuante dans sa tête, peut-être qu'elle sait où se trouve Steve Kemp, qu'elle décidera de le rejoindre, d'essayer de refaire quelque chose avec lui. Ils pourraient tenter de retrouver ensemble leur joyeuse adolescence. Voilà de bien jolies pensées pour un lundi matin, se dit-il, plutôt mal à l'aise. Mais il ne parvenait pas à les chasser tout à fait. Il réussit à boire sa vodka orange jusqu'à la dernière goutte avant que l'avion se pose sur l'aéroport de Boston. Il en eut des brûlures d'estomac qui, comme la pensée de Donna et Steve Kemp vivant ensemble, il le savait, ne le quitteraient pas de la matinée. Mais son désespoir s'atténua légèrement, alors peut-être cela valait-il la peine. Peut-être. Joe Camber regarda avec une sorte de stupéfaction le petit carré de sol qui se trouvait sous son grand étau à griffes dans le garage. Il rejeta en arrière son chapeau de feutre vert, contempla un long moment ce qu'il venait de découvrir, puis, glissant 2 doigts entre ses dents, émit un sifflement perçant. « Cujo! Viens, mon garçon! Au pied, Cujo !» Il siffla à nouveau, puis se pencha en avant, les mains appuyées sur les genoux. Le chien allait venir, cela ne faisait aucun doute. Cujo ne s'éloignait jamais beaucoup. Mais l'homme se demandait comment il devrait s'y prendre. Le Saint-Bernard avait déféqué dans le garage. Cela ne lui était jamais arrivé auparavant, et même quand il n'était qu'un chiot. Bien sûr, il avait plusieurs fois pissé là où il ne fallait pas, éventré 1 ou 2 coussins, mais il ne s'était jamais rien produit de tel. La pensée qu'un autre chien était peut-être le coupable traversa l'esprit de Joe, mais il l'abandonna très vite. À sa connaissance, Cujo était le plus gros chien de Castle Rock. Si les grands chiens mangeaient beaucoup, ils éliminaient beaucoup. Une telle saleté ne pouvait être l'œuvre d'un caniche ou d'un petit roquet. Joe se demanda si l'animal avait senti que Brett et Charity s'en allaient pour quelques jours. Si oui, peut-être était-ce sa façon de montrer ce qu'il en pensait. Joe avait déjà entendu des histoires semblables. Il avait obtenu le chien en paiement d'un travail qu'il avait effectué en 1975. Le client en question était un borgne répondant au nom de Ray Crowell. Ce Crowell travaillait la plupart du temps dans les bois et était connu pour savoir s'y prendre avec les chiens. Il savait les élever et les dresser. Il aurait pu gagner normalement sa vie en pratiquant ce qu'on appelait généralement l'élevage de chiens, mais il n'était pas d'humeur facile et son air renfrogné découragea de nombreux clients. « Faudrait changer le moteur de ma camionnette » avait demandé Crowell à Joe ce printemps-là. « Ouais » avait répondu Camber. « J'ai déjà le moteur, mais je pourrais pas te payer, je suis à sec. » Il se tenait devant le garage de Joe, mâchonnant des brins d'herbe. Brett, alors âgé de 5 ans, s'amusait dans le jardin pendant que Charity étendait du linge. « C'est bien dommage, Ray, » regretta Joe, « mais je ne travaille pas pour rien, c'est pas une œuvre de bienfaisance ici. »« Mrs. Bisley vient d'avoir une portée, » déclara Crowell. Mrs. Bisley était une magnifique Saint-Bernard. « Des chiens de race. Tu m'installes le moteur et je te donne le plus beau de la portée. Qu'est-ce que t'en dis? Je ne pourrai pas te le donner tout de suite, mais il me faut mon camion si je veux couper du bois et le livrer. »« Je n'ai pas besoin d'un chien, » dit Joe, « et surtout pas d'un gros comme ça. Tes Saint-Bernard, c'est rien d'autre que des machines à bouffer. »« Toi, tu n'as pas besoin de chien, » rétorqua Ray en dirigeant son regard vers Brett, qui, assis sur l'herbe, avait les yeux fixés sur sa mère. « Mais peut-être que ton fils serait content d'en avoir un. » Joe ouvrit la bouche, puis la referma. Charity, lui, ne prenait aucune précaution particulière, mais depuis Brett, aucun autre enfant n'était venu, et ils avaient d'ailleurs attendu Brett longtemps.
En observant son fils, une question naissait parfois dans l'esprit de Joe. L'enfant ne se sentait-il pas seul? C'était possible. Peut-être Ray Crowell avait-il raison. L'anniversaire de Brett approchait. Joe pourrait lui offrir le chiot à ce moment-là. « Oh, je vais y penser, répondit-il. Réfléchis pas trop longtemps, coupa Ray, qui s'énervait. Je peux toujours m'adresser à Vin Callahan de North Conway. Il est aussi bon mécano que toi, peut-être même meilleur. Peut-être, répéta Joe imperturbable. Les sautes d'humeur de Ray Crowell ne l'impressionnaient nullement. Un peu plus tard cette semaine-là, le directeur d'un grand magasin amena sa Thunderbird à Joe pour qu'il jette un coup d'œil sur la transmission. Simple opération de routine, mais le directeur, qui s'appelait Donovan, ne cessa de s'agiter autour de la voiture comme une mère inquiète, tandis que Joe vidangeait le fluide, en remettait du neuf et resserrait les courroies. Évidemment, c'était une belle machine, une Thunderbird de 1960 en parfait état. À l'instant où il achevait la révision, tout en écoutant Donovan lui raconter que sa femme voulait qu'il vende la voiture, Joe eut une idée. « Je pense à donner un chien à mon gosse, expliqua-t-il à son client en retirant les crics. « Ah oui ?» fit poliment Donovan. « Ouais, un Saint-Bernard. C'est encore qu'un chiot, mais il mangera comme 4 quand il sera grand. J'étais en train de penser qu'on pourrait peut-être faire un marché, vous et moi. Si vous m'offrez une ristourne sur les croquettes pour chiens que vous vendez, je vous promets de m'occuper à chaque fois de votre voiture aussitôt, et gratis. » Donovan s'était montré enchanté, et tous deux avaient conclu l'affaire. Joe avait téléphoné à Crowell pour lui dire qu'il avait décidé de prendre le chiot, si le bûcheron était toujours d'accord. Crowell n'attendait que cela, et lorsqu'arriva l'anniversaire de son fils, Joe stupéfia Brett et Charity en fourrant dans les bras de l'enfant le petit chien qui piaillait et se tortillait dans tous les sens. « Oh, merci, papa, merci, merci !» avait crié Brett en sautant au cou de son père pour le couvrir de baisers. « C'est ça, » avait répondu Joe, « mais ce sera à toi de t'occuper de lui, Brett. C'est ton chien, pas le mien. Si jamais je trouve de la pisse ou de la merde partout, je l'emmène derrière la grange et je lui mets une balle dans la tête. »« Oh, je m'en occuperai, papa, je te le promets. » Il avait tenu sa promesse, et les rares fois où il avait oublié, Charity ou Joe lui-même s'était chargé de nettoyer après le chien, sans faire la moindre réflexion. Joe s'était vite rendu compte qu'il devenait impossible de se séparer de Cujo. En grandissant, il se développait à une rapidité incroyable, se transformant, comme Joe l'avait prévu, en une véritable machine à ingurgiter. Il prit tout simplement sa place dans la famille Camber. Il faisait partie de ces chiens toujours francs et fidèles. Il avait très vite appris ce qu'il pouvait faire ou non, et maintenant ça. Joe filait sans pas, les mains fourrées dans les poches, la mine soucieuse. Cujo n'apparaissait toujours pas. Camber sortit de la grange et siffla de nouveau. Ce sacré chien se trouvait sûrement dans le ruisseau à prendre le frais. Joe ne pouvait le lui reprocher, il devait déjà faire dans les 30 degrés à l'ombre. En tout cas, le Saint-Bernard reviendrait bientôt, et Joe lui mettrait à ce moment-là le nez dans sa saleté. Il était désolé de devoir agir ainsi si Cujo ne s'était conduit de cette façon que pour montrer son chagrin de voir partir ses maîtres. Mais on ne pouvait laisser un chien. Une nouvelle pensée s'imposa. Joe se donna une claque sur le front. Qui allait nourrir Cujo pendant que Gary et lui seraient absents? Il se dit qu'il pourrait remplir la vieille auge à cochon de l'autre côté de la grange de croquettes. Il y en avait tout un stock à la cave, mais elle se détremperait s'il pleuvait. Et si Joe les laissait dans la maison ou le garage, le chien recommencerait peut-être à faire ses besoins à l'intérieur. Et puis, dès qu'il s'agissait de nourriture, Cujo s'avérait un énorme goinfre. Il en mangerait la moitié le premier jour, le reste le lendemain, pour ensuite errer le ventre vide jusqu'au retour de Joe. « Merde !» grommela-t-il. L'animal ne venait toujours pas. Il savait sans doute qu'on avait découvert son méfait, et tout honteux n'osait se montrer. Cujo était un chien intelligent, autant que ces bêtes peuvent l'être, et savoir, ou deviner ce genre de choses entrait tout à fait dans ses possibilités. Joe saisit une pelle et se mit à débarrasser les excréments. Il versa un bon bouchon du décapant industriel qu'il gardait toujours à portée de la main, frotta puis rinça avec un seau d'eau tiré au robinet du jardin. Le nettoyage terminé, il prit le petit calepin à spirale sur lequel il notait son emploi du temps et le parcourut du regard. Il s'était déjà chargé de la moissonneuse de Richie. Le moufle à chaîne avait cueilli le moteur comme une fleur. Il n'avait pas eu de mal à remettre la réparation de la transmission à plus tard. Le professeur s'était montré aussi arrangeant que prévu. Il restait encore à Camber une demi-douzaine de travaux à effectuer, mais rien d'important. Il rentra dans la maison. Il n'avait jamais voulu faire installer le téléphone dans le garage. Une deuxième ligne, ça coûtait trop de pognon, avait-il dit à Charity. Et entreprit d'appeler ses clients pour les prévenir qu'il s'absentait quelques jours pour affaires.
Il s'occuperait d'eux avant qu'ils aient eu le temps de s'adresser à quelqu'un d'autre. Et si une ou deux personnes ne pouvaient pas attendre leur courroie de ventilateur ou leur tuyau de radiateur, qu'elles aillent se faire voir. Ses coups de fil donnés, il retourna dans la grange. Il ne lui restait plus qu'une vidange d'huile à faire et une bague à changer avant d'être libre. Le propriétaire avait promis de venir prendre sa voiture vers midi. Joe se mit au travail, remarquant combien la maison paraissait silencieuse, sans Brett et Charity, et sans Cujo. D'habitude, le gros Saint-Bernard restait couché à l'ombre de la grande porte coulissante du garage, haletant et regardant Joe travailler. Il arrivait parfois à Joe de lui parler, et le chien semblait toujours l'écouter avec la plus grande attention. Joe se sentait un peu irrité d'être ainsi abandonné par eux trois. Il jeta un coup d'œil vers l'endroit où Cujo avait fait ses besoins et secoua la tête en une sorte de dégoût étonné. La question de savoir comment nourrir le chien lui revint à l'esprit et il se releva, à nouveau tout désemparé. Eh bien, il appellerait le vieux pervers dans l'après-midi. Peut-être celui-ci lui soufflerait qui, un gosse, accepterait de venir remplir la gamelle de Cujo pendant 2 ou 3 jours. Il hocha la tête et alluma la radio, montant le son à fond. Il ne l'écoutait pas vraiment, à part les résultats de baseball, mais cela lui faisait une compagnie, surtout quand tout le monde était parti. Il se mit au travail et n'entendit pas la sonnerie du téléphone retentir une bonne douzaine de fois.